Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur El Marhalibiya. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscope. Merci pour votre fidélité. Je rappelle, continuez à liker, à partager et vous pouvez revivre et revoir toutes les émissions, tous les programmes d'El Marhalibiya sur la page YouTube. Soyez les bienvenus. On parle économie ce soir avec le projet de loi des finances 2023 adopté à l'unanimité par l'APN. Les députés de l'Assemblée populaire nationale donc ont adopté hier mardi à la majorité le projet de loi de finances 2003, je vous le disais, lors d'une séance plénière présidée donc par Brahim Bourali, qui est le président de l'Assemblée, en présence du ministre des Finances, Brahim Jamel Khassali, et de plusieurs ministres et des députés. Bien évidemment, on va y revenir. Le texte, dans les grandes lignes, qui prévoit un taux de croissance de 4,1%, une inflation de 5,1%, des exportations de 46,3 milliards de dollars et des importations à hauteur de 36,9 milliards de dollars. Voilà un peu pour quelques éléments de chiffres et des réserves de change qui sont à hauteur de 60 milliards de dollars pour 2023. L'Algérie, vous le savez, une des principales puissances militaires d'Afrique, va allouer en 2023, on va y revenir avec nos invités, plus de 22 milliards de dollars à la défense, à l'armée, un budget qui a plus que doublé par rapport à 2022, sachant qu'en 2022, le budget de la défense nationale était de 1300 milliards de dinars, plus de 9 milliards de dollars. Vous l'avez compris, donc pour 2023, ça se chiffre à 22 milliards de dollars. Donc je vous le disais, ça a plus que doublé. On va y revenir avec nos invités. Bien évidemment, le budget de la présidence aussi qui fait polémique, puisque le palais El Mouradia a quadruplé son budget et ses dépenses pour l'année 2023. C'est la première fois dans l'histoire de l'Algérie que ça arrive, dans l'Algérie contemporaine, que la présidence donc algérienne s'alloue un budget inédit dépassant les 88 milliards de dinars, ce qui est l'équivalent de 630 millions de dollars. Et je vous parle que de la présidence, de son fonctionnement, rien à voir avec les ministres. On va revenir bien évidemment sur le Fonds monétaire international avec la chef de mission Geneviève Verdier, donc, qui était en Algérie, donc, qui a mis en garde contre la persistance et la forte dépendance, voici ces mots, de l'économie algérienne, notamment aux hydrocarbures, dit-elle. L'Algérie tire en effet l'essentiel de ses devises des ventes du pétrole et du gaz. Donc c'est ce qu'elle dit clairement, risque important pour l'économie algérienne. La mission donc, du FMI estime que la persistance d'une forte dépendance à l'égard des recettes tirées par les hydrocarbures et l'augmentation considérable des dépenses prévues en 2023 sont des sources de risques importants pour les perspectives des finances publiques en Algérie. Une inflation devrait ralentir selon le FMI, mais elle restera tout de même à hauteur au-dessus de 8% en moyenne. L'inflation qui a culminé à hauteur de 9,4% selon le FMI au cours des derniers mois, son niveau le plus élevé depuis donc 25 ans. On va revenir sur ce budget de l'armée, sur ce budget de la présidence. L'Algérie est-elle sous menace, en état de guerre? Pourquoi ce budget de la défense était-il important pour cette nouvelle année? Quel équilibre aussi avec les autres ministères, notamment l'éducation et la santé, quand on voit notamment en Algérie que l'éducation et la santé sont bien sûr des ministères, des départements importants, des portefeuilles importants, puisque c'est le quotidien des Algériens, entre autres. On essaiera de voir un peu l'équilibre avec le budget de la présidence et celui de l'armée avec nos invités. On en parle ce soir. Donc Algérie, budget de l'armée 2023, record et inédit. Sur le plateau, Youssef Amar Khodja, bonsoir, militant politique. Bonsoir Zulf Laouen, bonsoir Chaban, à toute l'équipe El Marhalibiya et à nos compatriotes qui nous regardent. Merci à vous, merci d'être présent sur le plateau. Ingénieur économiste, militant politique, hirakiste aussi. On aurait pu aussi vous le dire d'ailleurs pour Youssef Amar Khodja. Il est avec nous. Lies Djebaili, bonsoir, merci d'être là. Bonsoir Chaban, merci pour l'invitation. Salutations pour nos compatriotes algériennes et algériens, et aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Merci. Fidèle aussi à la chaîne, fidèle aux téléspectateurs. Souvent son t-shirt Daoula Madaniya Matia Askaliya, c'est un pôle l'armée qui lui parle énormément. Il est avec nous via le Canada, observateur politique. Siad El Djebbar, bonsoir. Bonsoir Chaban, bonsoir Elias, bonsoir notre ami, bonsoir à notre peuple en Algérie, une profonde pensée à nos otages.
Et puis à propos du t-shirt, chacun parle à sa famille. Très bien. Bien résumé, certainement. On ouvre l'émission, on va regarder ces quelques images puisque c'était hier à l'Assemblée populaire nationale le vote de ce projet de loi des finances 2023 et on se retrouve tout de suite après. كل من تتبع مجريات التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2023 خرج باستنتاجات تعكس مستوى النقاش الذي عاشه المجلس الشعبي الوطني على ضوء مقترحات التعديل والتي عكست التوجهات المتباينة بين مختلف التيارات والكتل وحتى الأعضاء حول المواد المقترحة للتعديل والتي بلغ عددها 32 تعديلا. وفي هذا السياق ينبغي التذكير بأن أهداف قانون المالية هذا ترمي أساسا لإنعاش التنمية الاقتصادية من خلال تنويع الاقتصاد وتشجيع الاستثمار الخاص والأنشطة الإنتاجية ومناخ العمل من جهة والمحافظة على القدرة الشرائية والمكاسب الاجتماعية وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين من جهة أخرى. وفي هذا المنظور بشرت الدولة إصلاحات اقتصادية ومالية ترمي إلى تنويع مصادر التمويل لدفع الاستثمار ودعم النمو وتحسين حوكمة المالية العمومية. إن التعديلات المقترحة شملت بعض أحكام مشروع القانون إلى جانب إعادة صياغة أحكامها كما تضمنت بعض الرسوم والاستفادات التي لم تحقق الإجماع فيما أخذ موضوع استيراد السيارات أقل من 3 سنوات نقاشا واهتماما بالغا. يرخص بجمركة السيارات المستعملة السياحية والنفعية الكهربائية وتلك ذات محرك بمكبس التي تقل عن 3 سنوات والموجهة لاستعمالهم الخاص وعلى حساب عملتهم الخاصة. مشروع قانون المالية لسنة 2023 سيعكس جدولة البرامج وفق المخصصات المالية والأهداف المسطرة تجسيدا للديناميكية الاقتصادية والاجتماعية لأضخم ميزانية تعرفها الجزائر منذ الاستقلال، والتي تحمل في جدولها ميزانية تسيير معتبرة مرتقب أن تحدث نقلة نوعية في إطار التكفل بالإطار المعيشي للمواطن. مشروع قانون المالية وبكل ما يحمله من مؤشرات إيجابية يعبد الطريق للمرور نحو السنة المقبلة وفق توازنات ستعمل على تحقيق الاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي. Voilà pour ces quelques images où vous avez pu voir donc cette assemblée hier mardi, donc le vote à la majorité de ce projet de loi des finances. Messieurs, sur le plateau, Adel Djebar aussi. Première question d'abord, c'est très rare. C'est très très rare, mais ça a été voté à la majorité. À croire que dans cette assemblée, il y a peut-être, c'est quoi, ça manque d'analyse, de critique. Il y a, imaginons peut-être un budget voté dans un autre pays, notamment peut-être occidental. Certainement, il y aurait des critiques, des amendements, enfin en tout cas des votes contre, des abstentions. Youssef Amar Hodja, déjà sur cette élection dans la forme, ça vous surprend que ce projet de loi soit voté donc à la majorité? Pour répondre rapidement, ça ne me surprend pas. Tout simplement, on sait que toutes ces personnes qui sont à l'APN ou au Sénat, ce sont des personnes désignées qui n'ont aucune légitimité populaire. Quant au process par exemple, de voter un budget, dans un État normal, chaque ministère, par exemple, va défendre un budget et ces budgets vont faire la navette entre les chambres du Parlement, la haute et la basse, afin que les représentants du peuple défendent tel ou tel budget. Bien sûr, le dernier mot peut revenir au Premier ministre en général. Je parle un petit peu du cas français qui est connu. Par exemple, en mettant un plafond à ne pas dépasser sur certains budgets. Bien sûr, il y a toujours, ce ne sont pas des gens comme ça,
des amateurs qui sont parachutés sans aucune légitimité, qui vont discuter du budget de l'État, ce qui est carrément le carburant de la vie d'un État. Et ce sont en général des spécialistes, donc dans chaque ministère. Il y a ce qu'on appelle ici, par exemple, en France, il y a Bercy qui décide de ces choses-là. Ensuite, il y a aussi la Cour des comptes qui alerte sur certains dépassements ou pour éviter les gâchis, pour aussi... qui certifie aussi, si je me trompe. Bien sûr, surtout pour avoir un équilibre dans la distribution du budget. Donc c'est ça, dans le budget, il y a ce qu'on appelle les dépenses et les recettes. Ces dépenses et recettes doivent être distribuées selon la politique du gouvernement, parce que dans un pays normal, le gouvernement est censé représenter la volonté du peuple. Et à ce moment, donc, le gouvernement va fixer des objectifs à l'année N+1. Donc d'une année à une autre, on planifie, selon par exemple ce qu'on vient de vivre, la pandémie a forcé le gouvernement français et bien sûr beaucoup de gouvernements sur la planète d'adapter leur budget selon la situation, selon ce qui a coûté pendant la pandémie de Covid-19, mais aussi donc les priorités de la nation, les priorités sur la santé, sur la défense, sur l'éducation. On va y revenir. C'est intéressant ce que vous disiez, effectivement, aussi la volonté, les besoins du peuple. Je reviens à vous sur le plateau, Elias Djebali. Adel Djebar, même question d'abord sur la forme. On n'a pas vu réellement des débats depuis ces quelques semaines avec des députés qui sont contre, qui avertissent, qui font aussi des sorties parfois de polémique, mais parfois aussi avec du fond, du mécontentement. On voit hier une assemblée qui passe comme une lettre à la poste. Ça vous surprend, notamment en Algérie, où vous comprenez peut-être que c'est normal parce qu'on a un ministre de l'économie, on a un modèle économique, un projet économique pour le pays qui est bien construit, qui est bien ficelé et qui est proposé par le président de la République, par le ministre des Finances et qui passe tout à fait normalement parce qu'il est normal, il est logique dans sa construction. Bon, je commencerai par dire que les propos inintelligibles de ce ministre sont à l'image de toute la situation politique, économique et sociale du pays. On dirait qu'il était en train de parler en hébreu ou en mandarin pour les gens qui... Mais non, c'est quoi un budget? Un budget, c'est un acte législatif par lequel un pouvoir législatif légitime planche sur des chiffres qui lui sont proposés par un gouvernement pour savoir c'est quoi des recettes prévisionnelles et c'est quoi des dépenses prévisionnelles. Or, dans la première remarque que j'ai à faire, c'est que ces partisans de la mangeoire, comme je les appelle, ne sont pas légitimes. Deux, ce budget-là a été établi comment? Il a été établi sur la base d'un baril de pétrole, parce que malheureusement, notre pays est transformé en pipeline, donc nous sommes monoproducteurs, mono-exportateurs d'une seule ressource qui nous procure des devises. Donc ça a été établi sur la base de $60, alors que tout le monde sait que le baril aujourd'hui caracole autour ou un peu plus que $100. Donc la question que je me pose, où vont ces surplus? Comment sont-ils gérés quand l'opacité et la corruption sont les seuls navigateurs et sont les seuls outils de gestion? Donc on se pose des questions pour dire où partent les $40 supplémentaires qui sont puisés de... Un budget, c'est quoi? C'est les recettes d'un État, c'est quoi? C'est sa fiscalité, les impôts qu'il tire et la richesse qu'il génère. Chez nous, il n'y a pas de richesse qui est générée. Les impôts ne sont pas levés, ils sont retenus à la source chez les fonctionnaires. Et puis la parafiscalité pétrolière qui est absorbée entièrement, avec en plus les recettes hydrocarbures qui sont toutes pompées dans une opacité absolue par cet État-là.
Donc moi je me pose des questions. À quoi sert ce budget-là? Et on a vu le niveau lamentable de ces partisans, de ces pensionnaires de la mangeoire. De quoi parle-t-il? Parle-t-il de grosses dépenses? Parle-t-il du chômage? Parle-t-il d'investissement? Ils sont accaparés à discuter de voitures usagées. On va porter à 5 ans pour permettre blablabla. C'est comme si l'Algérie, après 60 ans de pseudo-indépendance, n'avait de préoccupation et d'urgence qu'à régler un problème de voitures usagées qui se vendent en Europe. C'est franchement lamentable. Moi, ça me rend extrêmement triste de me dire que mon pays est tombé si bas aujourd'hui qu'il n'est même pas capable de produire un brin d'intelligence. Donc c'est affreux. Maintenant, je reviens à cette histoire de budget. Là, vous savez que la présidence... on va, Adel, si Adel Djebal, on va en parler dans un instant. Il nous reste beaucoup de temps. On va bien revenir sur le budget de l'armée qui triple celui de la présidence, les équilibres avec les autres budgets. Juste d'abord une première réaction, Elias Djebali, sur la forme, sur un peu ce projet de loi qui passe... comme le tout normalement du monde, j'ai envie de dire, une réaction là-dessus. Alors, merci Chaban. Donc, je reviens sur le budget. Donc, je rejoins Adel et Youssef, c'est-à-dire que le budget 2023, 98 milliards de dollars. En totalité. En totalité, c'est le plus grand budget de l'histoire de l'Algérie. On va dire depuis 62 jusqu'à maintenant, le plus grand budget. Sur quelle base ce budget a été adopté? Quels sont les critères d'adoption? Il a été adopté à la majorité. Aucun amendement n'a été introduit par les députés. Qu'est-ce qui explique cela dans une assemblée qui se dit avec... logiquement des élections qui ont lieu le 27 novembre, quand même, qui se dit démocratique, notamment pour la République algérienne. Comment expliquer notamment ce silence, pas d'amendement, pas de... Alors, on va essayer d'analyser. On est d'accord qu'il a été accepté à la majorité. Quelques amendements ont été introduits par certains députés. Lesquels ces amendements? C'est inimaginable et inconcevable. Des députés ont introduit des amendements pour dire si on peut importer des voitures moins de 7 ans. Moins de 7 ans. C'est-à-dire, regardez comment un député, la Chambre basse, le Parlement, même au Sénat, la Chambre haute, regardez comment il raisonne. Il raisonne, est-ce qu'on va importer les voitures moins de 7 ans? Déjà, moins de 3 ans, pour moi, c'est beaucoup. Je vais expliquer pour quelle raison. Parce que l'Algérie ne doit pas rester un marché déversoir pour la poubelle de l'Europe. Ça, c'est très important. Mais ce n'est pas le sujet. Aucun député n'apporte la moindre critique. 2, la présidence, son budget a été augmenté. Le Premier ministre, son budget a été augmenté. L'armée, on va en parler. Pour une raison très simple, je considère que la Chambre basse, ou le Parlement national, ou l'Assemblée populaire nationale est une chambre d'enregistrement. Ni plus ni moins. C'est une chambre d'enregistrement. On lève le doigt et on baisse tout simplement pour satisfaire les applications, les directives du haut vers le bas. D'ailleurs, Tebboune, il a donné ordre ou il a passé le message. Il faut appliquer les textes le plus rapidement possible pour que ça soit, en vigueur à partir de janvier 2023. Une chambre d'enregistrement, ça veut dire que tous ces députés qui sont là, ils y gagnent quelque chose dans ce budget. Ils y gagnent. Il y a des dessous de table. Enfin, j'essaie juste de comprendre quel est l'intérêt pour ces députés de ne pas réagir. C'est parce qu'ils sont pris au piège. Enfin, on leur peut-être une réaction là-dessus. Je vais répondre rapidement. Il y a 2 caisses de retraite en Algérie. Il y a le CNR, la caisse nationale de retraite qui est réservée pour le salarié lambda. Il y a une autre caisse de retraite qui est réservée pour les députés, les hauts cadres, le gouvernement, ceci. Regardez qu'est-ce qu'ils ont fait. Ils ont publié le déficit par retraité de la caisse nationale retraitée. C'est-à-dire on stigmatise le citoyen lambda simple. Et la caisse
réservé pour les cadres, le déficit il est beaucoup plus important que celui de la Caisse nationale de retraite. Personne n'en parle. C'est-à-dire, les députés, ils sont complètement en dehors de la logique, en dehors du rationnel, en dehors du peuple. Ils sont là que pour enregistrer et je veux dire exécuter, les directives qui viennent donc, ni plus ni moins. Il n'y a pas d'autre analyse. Il n'y a pas d'autre analyse. Alors, Lyes Djebali, vous pouvez réagir. Youssef Ammar Khodja, vous pouvez réagir sur ce que vous venez d'entendre. On entre maintenant quelque part un peu dans le vif du sujet, notamment ce qui fait polémique sur ce budget 2023. C'est ce budget de la défense. 2023, plus de 22 milliards de dollars à la défense. Un budget qui va plus que doubler. Et je rappelle qu'en 2022, il était à hauteur de 9 milliards de dollars. 9 milliards de dollars en 2022. 22 milliards en 2023. Est-ce que l'Algérie est un pays en état de guerre? Est-ce qu'elle est menacée? Même si on connaît un peu la région, hein, le Sahel, on en a longuement parlé, mais qu'est-ce qui justifie notamment ce budget, sachant qu'il est décomposé, vous allez certainement en parler, sur la défense nationale, la logistique, notamment l'administration publique, mais qu'est-ce qui justifie cette augmentation hors norme, j'ai envie de dire? Vous l'avez bien dit, Chavan. Le régime algérien est en état de guerre contre son propre peuple. Ah. Voilà, quand on compare, par exemple, on parle d'un budget de 23%, donc du budget de l'État, 23%, c'est l'un des plus hauts au monde. Pour montrer... c'est 23% des 98 milliards du budget global. Hein, pour quand on regarde, par exemple, les budgets d'autres pays qui sont carrément en guerre, donc, quand on prend, par exemple, l'Iran. L'Iran a un budget de 11 milliards de dollars pour sa défense. Et pourtant, l'Iran, c'est pas une petite république bananière. Hein. L'Iran est en guerre et on sait que c'est le pays qui est venu à la rescousse de Poutine avec des drones. Donc c'est une armée qui produit. Et sachant aussi que l'Iran est peuplé de 90 millions d'habitants, c'est-à-dire 2 fois la population algérienne. Voilà, si vous voulez, un autre point de... C'est bien d'avoir des points de comparaison comme ça. Il y a un autre pays qui dépense dans les 13 milliards de dollars, dont le budget est de 13 milliards de dollars pour sa défense, c'est le Pakistan, qui est en guerre latente avec son voisin, l'Inde. 13 milliards de dollars, sachant que le Pakistan est une puissance nucléaire. Donc, vous savez combien d'habitants a le Pakistan? C'est 227 millions d'habitants. Donc, c'est utile de donner ces points de repère, à mon avis, à nos compatriotes pour se rendre compte à quel point le régime algérien est en train d'aller sur la même voie que la Corée du Nord, c'est-à-dire, à un moment, nous avons entendu et vu que la Corée du Nord a affamé son peuple pour financer son armée. Donc le budget algérien est de loin le plus grand budget pour l'armée dans tout le continent africain. Quand on compare aussi à l'Inde qui a 1,5 milliard d'habitants. L'Inde a un budget de 64 milliards de dollars, c'est-à-dire que 3 fois le budget de l'armée algérienne. Alors que l'Inde, c'est une immense armée. Hein. Ça se compte en millions de soldats, avec une vraie puissance. C'est un pays, c'est une puissance militaire, c'est-à-dire on compte avec l'Inde, l'Amérique et la Chine et la Russie comptent avec l'Inde. Parlons de la Russie. La Russie a un budget de 65 milliards de dollars, c'est-à-dire à peine 3 fois plus que le budget de l'armée algérienne, sachant que la Russie est en pleine guerre et c'est un pays, c'est la deuxième armée la plus puissante au monde après les États-Unis. Alors peut-être garder la parole. Selon d'ailleurs nos confrères de RFI, notamment du 19 octobre dernier, on nous parle d'un rattrapage, un retard technologique. Voilà, l'Algérie double son budget militaire pour rattraper son retard technologique selon leur enquête. Alors vous dites que le pouvoir algérien est en guerre contre son peuple, mais si vous pouviez un peu peut-être détailler ça. Est-ce que vous rejoignez ce retard technologique pour justifier un peu cette hausse tout de même qui doit certainement avoir un fond? Le retard technologique est d'abord dans les esprits, c'est-à-dire dans les compétences. À un moment, dans les années 70, l'armée algérienne formait
des ingénieurs, même les simples soldats, quand ils rentraient à l'armée, ils sortaient avec une formation qui leur permettait une inclusion dans l'économie, dans le tissu économique civil. Malheureusement, donc, notre armée est dans l'apparat, enfin je dis pas notre armée parce que les 22 milliards de dollars ne partent pas pour alimenter par exemple, nourrir d'une façon correcte les soldats ou les habiller correctement, les loger correctement, les équiper correctement. On sait qu'une grande partie de ce budget va partir dans les rétrocommissions, dans les importations de l'armement russe qui a prouvé son inutilité, son inefficacité dans la guerre actuelle qui se déroule en Ukraine. D'ailleurs, le fait que notre armée est dépendante à 85% de l'armement russe est un risque énorme sur notre indépendance et notre souveraineté nationale. Merci Youssef Ammar Khoja. Je reviens à vous dans un instant. Siad El-Djebbar, observateur politique avec nous ce soir. Mais même question, comment vous justifiez ce budget de la défense qui passe donc de 9 milliards à 22 milliards de dollars, sachant que ce que disait effectivement Youssef Ammar Khoja, quand on parle de budget de la défense et de l'armée, effectivement on essaye de comprendre ce qui se passe là-haut. Bien évidemment, on salue tous les militaires qui sont sur le terrain, parfois dans des conditions très, très difficiles. Comment vous expliquez cette augmentation? Est-ce qu'elle est nécessaire dans cette période un peu géostratégique très particulière entre ces conflits, ces problèmes d'hydrocarbures, cette sensibilité aussi dans cette région un peu instable? Est-ce que vous rejoignez cette décision du président de la République d'augmenter ce budget de l'armée? Pourquoi vous pensez sérieusement et sincèrement que c'est le président de la République qui a décidé? Le président de leur République n'ouvre même pas sa gueule. C'est les généraux qui décident ce qu'ils font. Bon, je vais revenir sur un aspect très important. Je vous en prie. Le budget de 2023 va avoisiner presque les 100 milliards de dollars, disons 89 milliards de dollars. Les prévisions de recettes s'élèveront à 45-46 milliards de dollars, donc il y a un énorme déficit d'à peu près 54-55 milliards de dollars. D'où vont-ils combler ce déficit? Aujourd'hui, le déficit officiel est estimé à 15%, ce qui est énorme dans n'importe quel pays. Vous êtes en Europe et vous savez que l'Union européenne interdit au gouvernement de la communauté européenne de dépasser 3% de déficit. Nous, c'est 15%. Je suis sûr qu'il est plus. Maintenant, la question que je pose, comment vont-ils financer ce déficit? C'est la planche à billets. La planche à billets, ça veut dire une dévalorisation de la monnaie, un appauvrissement de la population. Et deux, ils vont aller pomper dans le matelas de devises, donc dans les réserves de change. Trois, parce que c'est un pays où il n'y a que l'opacité, où il n'y a pas de reddition de comptes, où il n'y a pas de contrôle sur les budgets, sur les richesses de l'État. Donc, cette loi-là, vous allez voir que dans 6 mois, on va encore sortir une loi des finances complémentaire pour amender, corriger et voler un peu plus. Je reviens à ce budget de l'armée qui n'a absolument aucune raison d'être, parce que pour moi, je rejoins Youssef, le seul véritable danger pour l'Algérie, c'est son état-major et ses mukhabarat. L'armée, l'oligarchie militaire algérienne est le seul ennemi de l'Algérie et du peuple algérien, et vous voyez dans quelle situation nous nous trouvons en comparaison à des petits pays qui étaient inexistants, qui étaient des dunes de sable. Et aujourd'hui, ces petits pays, le Tebboune, il va aller s'agenouiller devant eux pour demander leur lobbyisme. Donc le problème qui se pose en Algérie, et c'est un problème de démocratie, de transparence, de légitimité, au moment où le peuple pourra décider de l'élection de ses représentants. On vous a apparemment perdu. On va vous rappeler, Adel Djebbar. Merci à l'équipe en régie de nous accompagner ce soir. Lies Djebali, même question. D'abord une réaction sur
sur ce budget. J'ai donné quelques éléments, mais c'est à vous d'apporter vos analyses. Il est normal ce budget pour un pays comme l'Algérie actuellement, avec aussi, on va parler aussi d'équilibre un peu, vous en parliez tout à l'heure, hein, Youssef Amal Khoja, sur l'économie, mais aussi la santé, l'éducation, entre autres. On va essayer de décortiquer ce budget. Ce budget, tout le monde est d'accord, presque 23 milliards de dollars, 22,7 milliards. Là, vous parlez de la défense, hein, on essaie bien de rappeler. On parle là du budget de l'armée. De l'armée. Hein. C'est-à-dire de la défense. Il est de 22,7 milliards de dollars, presque 23 milliards de dollars, une augmentation de 127% par rapport aux années précédentes qui étaient de l'ordre entre 10 et 12 milliards de dollars. Voilà, comme ça. Cette augmentation, ce 23 milliards de dollars de budget, il est composé, il y a 3 supports de charge. Comment il a été découpé, comment l'état-major l'a découpé ou bien il l'a imposé. 8,8 milliards pour l'administration générale. 8,5 milliards de dollars pour la défense, c'est-à-dire pour la défense nationale. Pour la défense nationale, c'est 8,5 milliards. Il nous reste 5 milliards. 5 milliards, ils sont affectés à un chapitre qui s'appelle logistique et appui multiforme. Ça veut dire quoi, logistique et appui multiforme? Si on essaie un petit peu d'analyser un peu et explorer un peu, que ce budget, il intervient dans un cadre, dans le contexte des relations de très haute tension entre le Maroc et l'Algérie. Et aussi, c'est comme ça, ils veulent valider le budget et le rapprochement entre Israël et le Maroc. Donc, ni plus ni moins, c'est une course à l'armement, il faut le dire. C'est une course à l'armement, sachant que ces armes, c'est des armes à usage défensif et non offensif. En principe, le coût est beaucoup moindre. Imagine, à chaque fois qu'on a un budget qui est alloué à l'armée, il faut insister que l'armée a été toujours gagnante dans tous les arbitrages budgétaires depuis l'indépendance. S'il y a des arbitrages budgétaires, c'est l'armée, c'est elle qui est favorisée. Après, on va essayer de voir l'éducation et la santé. En tout cas, c'est eux qui prennent le plus gros morceau. On se demande pourquoi ce tel budget. On va nous dire, attention, c'est pour les acquisitions et pour moderniser l'arsenal militaire. L'arsenal militaire, à chaque fois, il faut le moderniser. Quand on modernise un arsenal militaire, il y a un coût. Comment on peut moderniser un arsenal militaire? Et en 2021, c'est pas moi qui le dis, il y a 7 milliards de dépenses militaires pures en achat d'armement. 7 milliards. Moderniser un arsenal militaire, ça veut dire que tu as déjà des armes tu as déjà des armes pour les moderniser. Mais pourquoi acquisition encore? Qui dit acquisition, pour moi, ça peut s'apparenter à une commission de rétrocommission. Parce que je vais acquérir. Donc forcément, il y a de l'argent qui va sortir du trésor public. Deuxièmement, encore, ils nous disent que l'armée, il faut qu'elle modernise un peu les blindés de moyens de transport. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'elle s'adapte aux conditions désertiques de notre pays. Pourquoi ça n'a pas été fait avant? Tout simplement pour une raison très simple. Parce que la hausse des hydrocarbures suite à la crise, la guerre entre l'Ukraine et la Russie, donc qui a provoqué, engendré la hausse des hydrocarbures, l'armée en a profité énormément. C'est elle qui prend. Et est-ce qu'il y a un organe au niveau du Parlement qui introduit un amendement? Expliquez-nous ces 23 milliards de dollars. Un député patriote qui dit, écoutez, je suis patriote, je souhaiterais savoir où va cet argent, comment vous allez dépenser cet argent. Quand on parle de 5 milliards, logistique et comment dirais-je, et appui multiforme, peut-être, c'est pour exporter l'armée, pour faire collision avec le groupe Wagner russe, et pour remplacer la France qui est en train de se retirer carrément du Mali.
Tout ça, ça s'explique, hein, c'est un enchevêtrement. Merci pour ces quelques éléments. Alors on va essayer de retrouver Adel Djebbar. Youssef Ahmad Khoja, vous pouvez réagir bien évidemment sur ce que vous venez d'entendre. Je voudrais qu'on avance et je voudrais qu'on réagisse aussi sur le palais présidentiel d'El Mouradia, puisque c'était 140 millions de dollars de fonctionnement pour la présidence en 2022 et on passe à 630 millions de dollars. Donc explication, est-ce que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a beaucoup plus besoin d'argent pour son fonctionnement au quotidien? Première question, première réaction, et je voudrais ensuite qu'on passe un peu sur les réactions du FMI. Honnêtement, vraiment l'anomalie la plus importante, c'est bien ce qu'on est en train de discuter. Merci à Elias qui a montré les chiffres un peu plus précisément. Quand on parle par exemple des 7 milliards de dollars, ce sont du matériel russe qui va être importé de Russie, sachant que la Russie est en train d'être en rupture d'armement. Donc on est en train, avec les 85% de dépendance vis-à-vis de l'armement russe, l'armée algérienne, et surtout bien sûr avec les généraux les décisionnaires, ceux qui ont intérêt à importer, parce que comme disait Elias aussi, il y a bien sûr des intérêts de certaines mafias de l'importation de matériel, avec des rétrocommissions qu'on connaît. C'est là où le bas blesse. C'est-à-dire les 23 milliards, quand on les compare à 100 ou à 200, voire même à 600 millions de dollars pour les dépenses de luxe de la présidence et autres, je crois que quand on prend par exemple un repère, à l'échelle mondiale, la moyenne des dépenses militaires de tous les pays est de l'ordre de 2%. Voilà, nous en Algérie, on est à 23%. Comme je disais tout à l'heure, c'est l'un des plus hauts taux de ponction du budget d'un État sur toute la planète. Et à titre de comparaison, quand vous avez par exemple des pays en guerre, même la Russie par exemple, qui est en guerre actuellement, son budget, et le budget de l'armement russe ne dépasse pas les 10%, en plein état de guerre. Donc, quand vous aviez dit au début, est-ce que le régime algérien est en guerre? Donc, la mafia des généraux algériens sont en guerre, bien sûr, contre le peuple algérien, pour acheter du matériel inutilisable. Et surtout, on va courir vers un piège, c'est de ne plus pouvoir acheter des pièces détachées pour le matériel qui existe déjà, comme je disais, 85% du matériel russe, parce que tout simplement, la Russie elle-même n'a pas de pièces détachées, n'a pas de quoi réparer son propre matériel militaire. Une réaction sur le budget du palais, je disais tout à l'heure. C'est dans la même logique. C'est une blague, quoi. Je dirais. Mais c'est énorme. Attendez, comment expliquer ça aux Algériens? Non, comment l'expliquer aux Algériens? On passe à 630 millions de dollars. Honnêtement, je crois que nos compatriotes ont tout à fait compris ces choses-là. C'est comme expliquait notre ami Adel Djebbar, c'est que, et même Lies, quand l'Algérie, l'État algérien est devenu comme un junkie, donc complètement addict aux hydrocarbures, à la rente d'hydrocarbures, à 98%. Donc, quand on a un prix du baril qui augmente, ces gens-là s'affolent parce qu'ils n'ont pas la culture économique, ni la culture de prévision, ni le respect scientifique des repères scientifiques de l'économie qui sont comme des lois physiques qu'on doit appliquer. Ces gens-là partent dans des fuites en avant pour acheter, et pour soit acheter la paix civile, c'est-à-dire augmenter par exemple les salaires de tous les fonctionnaires, et notamment les fonctionnaires de la sécurité et de l'armée, pour éviter. Donc le budget augmenté à plus de 120% a été fait dans un but bien précis, c'est d'éviter qu'il y ait un coup d'État de l'armée. Donc c'est ça, c'est-à-dire on va... Ah oui. C'est clair, ce qu'ont fait par exemple en Birmanie, dans les pays de dictature, quand il y a du grabuge, quand il y a un État insurrectionnel ou de révolution, comme on le vit actuellement avec le Hirak, les régimes totalitaires achètent la paix civile en augmentant. On l'avait vécu en 2011, après les printemps, ce qu'on avait appelé les printemps arabes. On se rappelle que Bouteflika avait
avait acheté la paix civile en augmentant les salaires des fonctionnaires, en distribuant les prêts pratiquement à taux zéro, l'ONCEJ et compagnie. Voilà. Il nous reste 12 minutes. On a retrouvé Adel Djebbar. Adel Djebbar, rebonsoir, vous m'entendez? Je suis désolé. Je vous en prie, Adel Djebbar. Merci d'être avec nous. Il nous reste 12 minutes. J'aimerais vraiment qu'on essaye d'avancer en vous donnant la parole et est-ce qu'on ait un peu vos analyses le plus précisément, si possible, avec le temps qui passe. Vous étiez en train d'évoquer quelques sujets, notamment autour de ce budget qui augmente de l'armée. Je vous laisse terminer, mais aussi peut-être une réaction sur ce budget du fonctionnement de la présidence. Le président de la République a besoin d'un peu plus d'argent, de 140 millions de dollars à 630 millions de dollars. On change de chef de cuisine, on se déplace autrement. Pourquoi un budget aussi exorbitant? Vous savez que le budget de la présidence, entre guillemets, de l'Algérie est beaucoup plus élevé que celui de la France. Du temps de Bouteflika, quand il avait fait une inflation, il a gonflé les chiffres, on avait atteint 120 millions de dollars de dépenses, et Bouteflika, c'était un pigeon voyageur. Il passait tout son temps dans les avions, et il revenait en Algérie en mission, c'est tout. Mais celui-là, il ne sort même pas. Il ne part nulle part. Pourquoi ces 600 millions de dollars? Il faudrait qu'il les justifie. Mais malheureusement, comme je vous disais tout à l'heure, dans des régimes non démocratiques, où il n'y a pas de reddition des comptes, où c'est le fait du prince, c'est les barbeaux qui font ce qu'ils veulent. Ce qui m'intrigue le plus, au-delà des chiffres qui sont astronomiques, donc avec cette dépense de l'armée, qu'est-ce qu'ils vont faire avec? Est-ce qu'il y a une infrastructure militaire, technologique, de la fabrication militaire? Il n'y a absolument rien. Tout cet argent-là va aller servir à l'achat de Roda, de ferraille. Ils en ont en masse, mais chaque année, il faudrait qu'ils renouvellent leur stock, qui sont en train de ne pas être utilisés. C'est la poussière qui est en train de les détruire, mais comme disait si bien Youssef, c'est une rétrocommission, et ça, nous le savons. Ce qui m'intrigue le plus, c'est que quand vous allez décortiquer leur loi des finances, on ne parle pas de création d'emplois, on ne parle pas d'investissement, on ne parle pas de création d'usines, d'industries. Il n'y a absolument rien. On est en train de démontrer l'incapacité et l'incompétence de cet exécutif et des généraux qui sont derrière, qu'ils n'ont dans l'esprit que la rente et la dépense parce qu'ils ne subissent pas de contrôle. Qu'est-ce qu'ils dépensent? Ils dépensent dans la khourda de l'armée et ils vont dépenser en salaire, c'est-à-dire ils vont financer, ils vont augmenter les revenus de des 3 millions de fonctionnaires sécuritaires, de la fonction publique, etc. Donc en général, ils financent leur clientèle. Mais et ils financent aussi quoi? Comme le disait si bien Youssef, ils financent la paix sociale. C'est les seuls investissements qu'ils font. Donnez-leur à manger et qu'ils se taisent. Je reviens à vous, mais merci. La stratégie économique, la stratégie de développement de ce régime totalement incompétent. Moi, je rajouterai quelque chose pour ouvrir les yeux aux Algériens. J'ai écouté leur ministre de l'Intérieur hier qui faisait une proposition pour amender les constances que nous avions connues du temps du FLN et qui sont à jour aujourd'hui. Donc la première des constances, c'est l'arabité, la deuxième, la mazirité, et la troisième, c'est l'islam. Il est en train de proposer une quatrième constance qui est l'armée. Donc on est en train de sacraliser l'armée algérienne pour en faire un élément incontournable. Merci Adel Djebbar. Je vais essayer de revenir vers vous, le temps passe vite. J'aimerais voilà, aussi vous faire réagir là-dessus et puis peut-être aussi voilà, ce que dit la mission du Geneviève Verdier du Fonds monétaire international. Je cite: la mission estime que la persistance d'une forte dépendance à l'égard des recettes tirées par les hydrocarbures, dépendance on parle, et l'augmentation considérable des dépenses prévues pour 2023, donc, mais notamment
vraiment en danger, risque important pour l'économie algérienne. J'aimerais vous entendre vraiment une minute chacun là-dessus pour revenir sur un dernier sujet. Nous le savons tous, nous n'avons pas besoin de, je veux dire, l'intervention de cette grande déléguée économique, enfin du FMI, venir à Alger pour nous dire, attention, tout pays qui dépend, qui est très rentier, qui tire ses recettes des hydrocarbures, risque d'aller vers le mur. Nous le savons. Mais je vais essayer de faire ce qu'on appelle une petite synthèse entre ce qu'il vient de dire tout à l'heure Youssef et Adel Jebbar. C'est qu'à la fois, dans le budget, si on décortique, il y a des augmentations de salaire pour les fonctionnaires. Il y a des augmentations pour les retraites, forcément parce que nos retraités, ils vivent une situation très difficile en Algérie. En même temps, ils essayent un petit peu d'acheter la paix sociale en augmentant la hausse, la valorisation de l'allocation chômage, au fait, en quelque sorte. Mais aucun budget sur, est-ce qu'on a parlé de l'outil travail? Est-ce qu'on a parlé comment relancer l'activité? Est-ce qu'on a parlé l'éducation, où il y a un réel retard technologique. Est-ce qu'on a parlé comment réduire l'inflation sans casser la croissance? C'est ça. Tu veux relancer la croissance économique, mais comment tu vas faire pour diminuer l'inflation? Ça, on n'en parle pas. Nous avons des députés, je m'excuse pour le terme, qui lèvent la main pour valider, mais ils sont responsables devant le peuple. Ils sont responsables. Quant au budget, du budget de la présidence, il a été triplé, quadruplé. Mais quoi, cette personne qui est illégitime, il ne sort pas de son bouquet, il n'est jamais allé vers le peuple. Donc nous savons tout ça, c'est de l'habillage, c'est du maquillage pour préparer les élections présidentielles de 2024. Juste pour finir, attention, quand un pays dépend de la Russie, parce que nous dépendons quasiment 85-90% de l'armement des Russes, il y a certains parlementaires américains, surtout la néoconservatrice Lisa McClain, qui a imposé à Blinken de faire pression sur Alger pour les sanctionner. Pourquoi? Parce que maintenant, tout pays qui dépend de la Russie, il risque gros. Vous savez très bien que la Russie, elle sort de la guerre un peu, elle va sortir très faible, pièce détachée. Comment nous allons acheter cette pièce détachée? Est-ce que nous allons l'acheter au marché noir? Tout ça, nous ne savons pas comment notre pays est géré par un régime, par un pouvoir qui n'a ni tête ni queue. C'est l'impasse totale. C'est l'impasse totale dans ce pays. Voilà. Liad Jebali, le FMI, de quel risque important? On parle de danger pour l'économie algérienne si dépendance continue il y a. En plus de ça, c'est le fait que le régime algérien a décidé de dépenser toutes les recettes. C'est-à-dire que les recettes de 49 milliards de dollars des hydrocarbures vont partir directement dans les dépenses. Ce qui fait que 49 milliards de recettes, plus les 49 milliards de dépenses qui sont prévues pour 2023, ça fait les 98 milliards de dollars du budget. Donc, pour, soi-disant, avoir un zéro déficit pour 2023. Cependant, ce qu'on pourrait dire, parce qu'il s'agit quand même de notre pays, de notre peuple, c'est que, voilà, il y a un autre danger. C'est, on peut donner un conseil à ces décisionnaires des généraux d'arrêter de ne plus importer du matériel russe, les 7 milliards de dollars, parce que c'est un piège. Les 7 milliards de dollars, ça serait très utile de les investir, par exemple, dans la construction et la rénovation des hôpitaux, de l'économie, de la microéconomie, c'est-à-dire de laisser les jeunes et les gens travailler sans les taxer et de laisser l'initiative. Donc ces 7 milliards de dollars pourraient pas seulement acheter la paix, comme on sait que c'est un objectif, mais aussi acheter un apaisement qui nous permettra par là d'aller vers une négociation de sortie de crise politique, vers par exemple aller au transfert du pouvoir, mais d'une façon paisible et dans la paix. Donc les 7 milliards de dollars, c'est vraiment un chèque qui pourrait sauver la nation d'un piège de dépendance au matériel militaire et aux hydrocarbures. Il est 19h49 précisément, encore 3 minutes. Adel Jebbar, vraiment une petite minute. Il y a
toute une panoplie d'informations, en tout cas autour du budget de l'armée, de la présidence, mais pas grand-chose autour de l'éducation, de ce rattrapage technologique aussi autour de l'éducation. Et encore technologique, on n'en est pas encore là, vu l'état de certains établissements, aussi de certaines infrastructures, notamment dans le milieu médical. Pourquoi ce pouvoir se donne autant, par exemple, sur la défense et la présidence, et peut-être pas sur le quotidien des Algériens? Alors, on vous entend pas. L'armée et son peuple. Il n'y a pas de peuple en Algérie. Pour eux, nous sommes ce que le Walou d'Oran a qualifié de Rizq-Shkounchi. Nous ne représentons absolument rien. Moi, je donne encore une information à propos de l'armement. Vous savez qu'en 2016, il y a eu des négociations avec les Russes, et la Russie a abrogé la dette algérienne en contrepartie d'un engagement ad vitam aeternam de l'armée algérienne pour qu'elle s'équipe auprès de la Russie. Donc c'est l'information que je donne, et c'est pourquoi les budgets de leur pseudo-défense ne font que gonfler et connaître une inflation, et ça ne sert strictement à rien, parce que comme le disait tout à l'heure Youssef et Elias, ça sert à aller dans les comptes en banque de généraux, nous le savons. Pour moi, c'est des bandits. Je ne veux même pas parler d'eux. Merci Siad El Djebbar. Merci pour ces quelques mots de fin. Messieurs, vous avez 30 secondes chacun pour terminer le mot de la fin, peut-être. Il faut que le régime comprenne que c'est une crise politique inédite. Et il doit accepter la période de transition. Il doit accepter la transition avec le peuple. Parce que la souveraineté appartient au peuple. La légitimité, c'est le peuple qui donne la légitimité. Ce régime n'a pas de légitimité, donc il doit comprendre toute fin. Pour vous, les 30 secondes de fin. Je vais me répéter, donc les 7 milliards de dollars que vous allez importer d'armement russe, il vaut mieux l'orienter vers la construction des hôpitaux et d'infrastructures utiles à la population algérienne. Merci à tous les deux, au moins c'est clair, j'espère que le Conseil sera pris en compte. Algérie, budget de l'armée 2023, entre autres, c'est un record inédit donc, qui attend notamment les Algériens. Youssef Amal Khodja, merci d'avoir été avec nous. Lias Djebaili, merci infiniment, et merci Adel Djebbar, j'aurai le plaisir de vous retrouver, je l'espère, demain soir. Merci à toute l'équipe qui travaille dans les coulisses. Dans quelques instants, l'édito de Jamaldine Benchenouf. Je vous souhaite une très belle soirée. Le programme continue sur El Maralbi.